Parti. Voilà, donc en deux mots, moi, je suis arrivé en Chine il y a 35 ans et sur les 35 dernières années, j'en ai passé plus de 20 en Chine où j'habite toujours. Et donc, comme je le disais à l'instant, comme ce sujet est extrêmement controversé et toujours très passionné, j'affiche la couleur. Je vais donner ma perception personnelle qui est depuis 30 ans d'essayer de comprendre la façon dont les Chinois voient les choses plutôt que de la façon dont les Français ou les Américains ou les Occidentaux voient les choses. C'est-à-dire, au fond, comment la Chine se perçoit. Et bon, donc pour commencer par la conclusion, puisque le sujet c'était la Chine après le Covid, je dirais que la Chine sera très peu différente après le Covid qu'avant. Pourquoi? Parce que, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social, et sur le plan international. Et si elle est un peu différente sur le plan international, ce ne sera pas parce qu'elle a fondamentalement changé, c'est plutôt que c'est le monde qui a changé autour d'elle et c'est la perception que le monde a de la Chine qui aura changé. Il y a quelque chose de, pour commencer, je commençais par un paradoxe, il y a quelque chose de permanent et d'immobile en Chine, comme disait Perfit, en même temps que la réalité même de la Chine, c'est le changement, c'est le fondement de l'enseignement taoïste. Le fameux livre des mutations souligne à la fois l'imprévisibilité et l'impermanence, et la seule chose qui ne change pas, dit le I Ching, c'est que tout change tout le temps. Et donc, je pense que c'est effectivement cette perception, ce paradoxe de la perception de l'impermanence et de l'imprévisibilité qui engendre elle-même dans l'esprit chinois une forme d'immobilisme et de permanence. Alors, ça paraît un peu, mais ça, c'est lié à leur vision cyclique du temps. Les choses changent, changent dans un sens et rechangeront en sens inverse. Il n'y a pas, rien n'est fixe. Et donc, la puissance, le succès, le bonheur est destiné à basculer dans son inverse à un moment ou à un autre. La Chine a été la plus grande puissance du monde pendant très longtemps. Entre le milieu du 19e et le milieu du 20e, elle a perdu cette puissance. Aujourd'hui, elle est en train de la retrouver. Combien de temps ça va durer? C'est tout l'enjeu. Et la perspective, c'est ça qui est important de comprendre, une dynastie en Chine, ça dure 300 ans. La perspective, dans le meilleur des cas, les plus longues ont duré 300 ans, et la perspective pour le pouvoir actuel, c'est de faire durer sa dynastie pendant 300 ans. Elle a commencé en 1949, et donc l'objectif est de la faire durer cette durée. Et donc, d'ailleurs, je parle d'un premier paradoxe parce qu'il me paraît très important, mais la Chine est le lieu même, la culture même du paradoxe. Vous connaissez tous le yin-yang, le tai-chi-tu, ce qui est le fait que les choses sont dans leur contraire et au moment où elles éclosent dans leur contraire pour devenir, pour se transformer. Et au fond, c'est dans la contradiction des choses, c'est une forme de dialectique. C'est pour ça que les Chinois se retrouvent d'une certaine manière dans la pensée marxiste. C'est toujours dans le diagnostic que naît le mouvement, et ce mouvement, c'est la vie, la perception de la Chine, la vérité, la réalité n'est pas dans les faits, elle est dans le devenir, elle est dans le mouvement. Et d'ailleurs, il y a Cyril Javary, qui est quand même un des meilleurs sinologues, à mon avis, de l'époque actuelle, dit le passage de la vision occidentale à la vision chinoise, c'est le passage de la photo à la vidéo. Et donc, y a pas, donc les choses contraires coexistent, et c'est ça qui provoque le mouvement et la réalité. Je me souviens d'un congrès, un séminaire d'économistes en 2005 qui avait réfléchi sur qu'est-ce que la Chine allait devenir et qui disait, à la sortie, le porte-parole explique que bon, la Chine, elle a décidé de maintenir
le modèle socialiste chinois et en même temps, la loi du marché. Et donc, il disait, vous pensez, vous savez que c'est contradictoire, mais au fond, nous, on sait ce que c'est que, enfin, on a une perception de ce que c'est que la solidarité nationale, qu'on appelle socialisme. On a fait l'expérience de l'efficacité des lois du marché, et ben on veut les deux. C'est peut-être contradictoire, vous ne savez pas ce que ça va donner, nous non plus, mais précisément, c'est ça qui fait, et on va découvrir ensemble à quoi ça conduit. Et donc, une autre caractéristique aussi importante de la pensée chinoise, dans la pensée taoïste, est aussi un paradoxe quand on a l'image de ce régime tellement rigide, totalitaire, qui est d'ailleurs une image assez fausse, hein, mais bon. C'est le fondement même de la politique chinoise, c'est le non-agir, le Wu Erze, qui est affiché au-dessus du trône de l'empereur, et qui veut dire qui veut dire gouverner par le non-agir. C'est-à-dire, en fait, on laisse les choses se faire, c'est ce qu'a fait Deng Xiaoping, hein, on laisse, enrichissez-vous. Et puis, l'État est responsable de rétablir les déséquilibres, ou plus exactement de rétablir les équilibres quand les déséquilibres se... Et donc, toute la fonction, ce que moi j'appelle la régulation a posteriori, ce qui est extrêmement difficile à vivre pour nous, Européens et a fortiori Français, qui voulons avoir le droit avant d'agir. Eh bien, les Chinois, c'est exactement l'inverse, on agit et le droit vient pour corriger si la fonction, si le mode d'agir ne convient pas. Si les Chinois avaient voulu faire comme nous, en prévoyant tout à la fin des années 70 et au début des années 80, ils seraient toujours en train d'essayer de mettre en place des lois qui d'ailleurs probablement ne seraient pas applicables. C'est d'ailleurs le fonctionnement de la médecine chinoise. Tout dans la pensée chinoise est sur ce registre. La médecine chinoise, elle ne répare pas, elle prévient et elle essaye de rétablir les déséquilibres qui sont en permanence en train de se créer dans un corps. Je voudrais aussi dire deux mots, parce que c'est aussi très important, sur le système sociopolitique de la Chine. Ce système sociopolitique de la Chine, il est né 1000 ans avant Jésus-Christ, dans la période des Zhou de l'Ouest. Et au fond, c'est un certain premier ministre du premier empereur Zhou, qui s'appelle Zhou Gong, qui a mis en place un système dans lequel, un système paternaliste. Il faut voir que jusqu'à cette époque-là, c'est 9 pays qui ne font que se battre entre eux, s'allier pour vaincre les autres, etc. Et là, il met en place un système totalement sur un modèle familial. D'ailleurs, tout le monde en Chine s'appelle, dès qu'on se rencontre, on s'appelle sur un modèle tante, oncle, papa, maman, frère, sœur, sur un modèle familial totalement paternaliste. Et donc, il y a une aristocratie de fonctionnaires recrutés d'une façon élitiste par des concours et qui assure le lien entre la couche toute puissante représentée par l'empereur qui a tous les pouvoirs pour assurer et le peuple, et cette couche-là, la couche aristocratique, a tous les pouvoirs, mais son objet, c'est de maintenir l'ordre et l'unité du pays. Et l'ordre, parce que c'est dans l'ordre que se fait la prospérité. Et le peuple, lui, à condition de ne pas toucher à ça, c'est-à-dire de ne pas se mêler de politique, parce qu'il n'en est pas responsable, il fait ce qu'il veut. Il peut penser ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, mais il est exclu des affaires publiques. Et donc, voilà, et ça, c'est un élément très important parce que ça explique largement le mode chinois qui est qu'il y a au fond, les Chinois, ils sont eux-mêmes yin-yang. Ils marchent sur deux jambes. Il y a le yin qui est l'intérêt personnel et là, c'est chacun pour soi. Et le yang qui est ma Chine, la Chine, et au fond, la référence ultime qui est la Chine, et on y reviendra. Donc voilà, je fais un peu ce préambule parce que ça me paraît utile pour comprendre le mode de fonctionnement. Et donc, pour dire que
sur le plan économique, il y aura peu de changements en Chine après le Covid. Effectivement, au premier trimestre, il y a eu une baisse du PIB de presque moins 7% au premier trimestre, 13% pour l'industrie, mais et les importations ont baissé pas beaucoup, de moins de 1%, et les exportations de 11%. Et l'excédent commercial a diminué de 84%. Effectivement, c'est un choc. Bon. La consommation a été réduite de 6%, mais à partir d'avril, elle réaugmente par rapport à l'année dernière. Et puis, il y a les réunions qui devaient avoir lieu, les 2 réunions très officielles, dites de Lianhui, qui ont d'habitude lieu en mars et qui sont l'Assemblée nationale populaire et la commission consultative, et qui se sont réunis la semaine dernière et qui ont pris un certain nombre de positions pour sortir de cette crise. Et là aussi, d'une façon très pragmatique, au fond, ils ont décidé de ne pas fixer de valeur de la croissance du PIB, mais ils se sont fixés un certain nombre d'objectifs, comme la création de 9 millions d'emplois. L'année dernière, ils en avaient créé 13, et donc il va y avoir une période un peu difficile, mais et d'augmenter le déficit budgétaire de presque 1 point, de 2,8 à 3,6%, en empruntant 1 000 milliards de yuan et en supplémentaire par rapport au budget précédent, et en poussant les collectivités locales, les provinces et les districts, à emprunter eux-mêmes de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Et donc, avec ça, comme dirait ça en Chine, on va voir. Et en principe, ça devrait permettre de relancer la consommation, un certain nombre d'investissements et la consommation intérieure, sachant qu'effectivement, ils craignent beaucoup une baisse assez longue et probablement durable des exportations et donc du commerce extérieur. Donc, ils ont aussi baissé les taux d'intérêt, etc. Mais en revanche, les prévisions du FMI pour la Chine sont de plus 1% en 2020 et plus 11% pour 2021, tandis qu'elles sont de moins 7, tandis que pour la France, elles sont de moins 7 en 2020, moins 3 en 2021, et pour les États-Unis, moins 6 en 2020 et moins 2 en 2021. Donc, tout ça pour conclure que il y aura peu de changements. Enfin, la Chine va rester affectée, mais pas profondément affectée par le Covid. Donc, sur le plan politique et social, beaucoup de gens qui ont fait des pronostics, il n'y aura pas de crise politique ni de crise sociale en Chine. D'abord, sur le plan social, les Chinois sont globalement, enfin, moi je ne connais pas tous les Chinois, vous vous en doutez, mais j'en connais un certain nombre dans un certain nombre de milieux, et tous les échos vont dans le même sens. Les Chinois sont globalement très satisfaits du traitement du Covid par le gouvernement chinois. Et les contraintes individuelles ont été considérées comme nécessaires pour protéger le groupe, et on revient là dans quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en Chine, le groupe a priorité sur l'individu, l'intérêt général. La Chine a toujours prévaut sur les personnes individuelles. Donc, ces mesures ont été renforcées au niveau local, mais il y a surtout un gigantesque effort. Il y a 19 provinces qui se sont portées volontaires pour apporter leur aide sous forme d'aide médicale, etc., aux 18 villes du Hebei qui avaient été isolées. Et comme vous avez pu le voir, mais on a surtout parlé de l'un et on a peu parlé de l'autre, mais il y a 2 hôpitaux qui ont été construits entre le 23 janvier et le 8 février de respectivement 1000 et 1500 lits. Pendant que 12 000 lits de réanimation ont été installés dans des stades, dans des zones qui ont été réquisitionnées et équipées sur le mode et avec les enseignements du SARS pour recevoir les personnes. Tout ça dans la province de Hebei. Et il y a 30 000 soignants de l'ensemble de la Chine qui en sont partis à Wuhan le 19 février. Donc, je voudrais insister sur ça parce que je disais tout à l'heure,
le chinois, il est à la fois, enfin, complètement, c'est très difficile d'exprimer ça. À la fois, il est totalement dans son intérêt personnel et la Chine est la référence ultime. Ce qui est transcendant en Chine, il n'y a pas de religion, ce qui est transcendant en Chine, c'est la Chine. Et je voudrais citer un exemple d'un ami qui était à ce moment-là vice-ministre de l'Environnement, c'était il y a de nombreuses années, et je parlais, j'essayais de comprendre comment ça se passait en Chine, etc. Mais il m'a dit, écoute, arrête d'essayer de comprendre, parce que quand on arrête de comprendre, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis après, on est venu sur le sujet. Il m'a dit, tu sais, moi j'ai 40 ans, les générations en Chine, c'est à peu près 5 ans. Les gens qui ont plus de 5 ans de moins que moi, je ne comprends pas ce qu'ils pensent. Les gens qui ont plus de 5 ans de plus que moi, je ne comprends pas ce qu'ils pensent. Et c'est pareil de 5 ans en 5 ans. Ça, c'était au début des années 2000. Et il dit, mais ce qui fait l'unité de la Chine, c'est précisément la Chine, le concept de Chine. D'ailleurs, quand les Chinois parlent, ils disent « ma Chine » en s'appuyant sur le nez. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est... Et donc, l'intérêt... il me donnait aussi l'exemple des Trois Gorges. Les Trois Gorges, c'est un projet chinois depuis plus de 100 ans. Et donc, il n'y a eu aucune forme d'opposition. Il y a à 25 km de Pékin un projet de barrage depuis 30 ans qui est un barrage privé et pour lequel les gens n'arrivent pas à obtenir comment dirais-je, pour faire partir les gens. Sur le plan politique, il est aussi de bon ton de dire que soit, dans les journaux européens, que soit Xi Jinping va sortir affaibli, soit renforcé. C'est vraiment une vision occidentale. Xi Jinping, comment dire, d'abord, c'est le produit d'un processus consensuel, c'est collégial, et il est l'héritier de l'empereur de Chine, d'une certaine manière, mais donc, mais il a été promu d'une façon complètement consensuelle. Et le PCC, d'une certaine manière, et ça je voudrais vraiment partager cette idée avec vous, ce sont les successeurs des mandarins. C'est-à-dire que c'est les gens qui font remonter depuis le milliard et demi d'habitants, ils ne sont que 90 millions, depuis le milliard et demi d'habitants, la réalité du terrain et qui font descendre ce qui paraît important, juste, pour justement rétablir les équilibres. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en fait, la Chine est un pays tellement immense qu'il est de fait extrêmement décentralisé et que l'autorité est la juste compensation d'une tendance centrifuge extrêmement forte de la part des provinces, des villes, c'est un peu chacun pour soi, et même des personnes. Et si on avait le temps, je montrerais que le changement de Hu Jintao à Xi Jinping, qui est apparu comme une reprise en main du parti, etc., est tout simplement le constat que la Chine était en train d'exploser par ses forces centrifuges et qu'il n'y avait plus de ressort vers le centre. Donc, encore une fois, il n'y aura pas de crise sociale, il n'y aura pas de crise politique en Chine à la suite du coronavirus. Alors, sur le plan international, c'est un peu plus compliqué. Je vais accélérer parce que je vois que les 20 minutes sont déjà passées. Il y a deux sujets politiques en Chine depuis l'origine de la Chine. Premièrement, l'unité du pays. Et deuxièmement, l'ouverture du pays, l'ouverture aux relations internationales. Et donc, dans l'esprit des Chinois, de tous les Chinois, il y a une correspondance à peu près absolue en Chine entre la prospérité et l'unité du pays. Et chaque fois qu'il y a désunification, explosion, etc., ce sont des périodes de famine et de grand désordre. Et en particulier ce qui s'est passé entre 1850 et 1950. Donc, bon, je pourrais développer, mais
Le deuxième débat, et qui est probablement le plus important, c'est celui sur l'ouverture et la fermeture. Donc, je vous invite éventuellement à la lecture d'un livre qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle « Lettres édifiantes et curieuses des jésuites de la Chine », qui a été écrit au XVIe siècle par les jésuites qui allaient en Chine. Ce sont des lettres. Et depuis cette époque-là, mais ça a commencé bien avant, tout le débat en Chine, et c'est une succession d'empereurs ouverts, avec lesquels, par exemple, les empereurs de Chine avec Louis XIV et Louis XVI, et d'empereurs fermés, et donc autarciques. Et donc la Chine, il y a constamment le débat politique, il est sur ce sujet, et pendant toute la période de Deng Xiaoping, il y a une très très forte pression pour demander la refermeture sous le prétexte que quand on ouvre les fenêtres, les moustiques rentrent. Et aujourd'hui encore, il y a une forte tendance à dire que c'est de l'étranger que viennent les problèmes. Mao était un empereur fermé, Deng Xiaoping était un empereur ouvert, et depuis Deng Xiaoping, constamment, à chaque congrès du parti, tous les 5 ans, il y a la réaffirmation, et même tous les ans, la réaffirmation de l'ouverture. C'est d'ailleurs le cas à la fin des réunions qui ont lieu la semaine dernière. L'ouverture a été réaffirmée d'une façon extrêmement forte. Mais ouverture en Chine, ça ne veut pas dire perte de la souveraineté. Et c'est là où on a un peu de mal à comprendre, parce que la Chine est un pays qui est centré sur lui-même, et il voit les avantages, l'intérêt de la coopération, des échanges comment dirais-je, politiques et surtout économiques, mais à condition que qu'il garde le contrôle sur la politique intérieure de la Chine. L'objet, et d'ailleurs pour faire une toute petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'il y a des religions qui passent beaucoup mieux en Chine que d'autres, pourquoi les protestants passent beaucoup mieux que les catholiques, parce que avoir une autorité extérieure sur des Chinois, une autorité extérieure à la Chine est tout simplement insupportable. Et donc la question de la souveraineté en Chine est là aussi un sujet tout à fait majeur. Alors, dans la question, aujourd'hui, on veut dire, la Chine et l'international, il y a 2 mots qui reviennent en permanence, surtout ces temps-ci, la prédation et l'hégémonie. La prédation, c'est vrai que la Chine achète des entreprises en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Mais enfin, une vérification, je n'ai pas vérifié exactement le chiffre, mais je pense que l'ordre de grandeur est le bon. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la référence, mais aujourd'hui, les investissements des étrangers en Chine, y compris de la France, c'est 10 fois les investissements de la Chine en France. Et c'est le 10e des investissements du Japon en France. Et donc, et cette année, en 2019, il y a 1000 milliards de yuan et 40 000 nouvelles entreprises étrangères qui ont été créées en Chine. Et donc, bon, bien sûr, ça a baissé en 2010. Et en plus, les investissements chinois en Europe ont baissé de 15 milliards en 2019, de 15 milliards de dollars à 2 milliards de dollars. Et donc, encore une fois, j'ai l'impression qu'on alors évidemment, après, il y a des problèmes de souveraineté, mais ça c'est des problèmes de politique industrielle auxquels on aurait mieux fait de s'intéresser beaucoup plus tôt, y compris d'ailleurs vis-à-vis des autres pays. En ce qui concerne l'hégémonie, la Chine a un régime sociopolitique, comme je vous l'ai dit, qui est hérité de son histoire. Elle n'a aucune intention, ni jamais essayé de l'imposer à qui que ce soit. C'est un fantasme de penser que la Chine va imposer son régime à qui que ce soit. En Chine, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de valeur universelle. C'est nous qui projetons, parce que nous avons une vision universaliste du monde, l'idée que si quelqu'un a raison, il doit imposer sa vérité à l'autre. Il doit gagner. Mais ce n'est pas du tout la vision des Chinois. La vision des Chinois, c'est chacun pour soi. Le régime chinois est bon pour les Chinois. D'ailleurs, ils ne le contestent pas. Les Chinois, je veux dire.
et les régimes des démocraties libérales, il est probablement bon pour les démocraties libérales puisque ça leur plaît. La question n'est pas... Mais ils disent simplement, essayez pas de nous imposer le vôtre. Nous, on n'essaye pas de nous imposer le vôtre. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais essayé. Ils ont été partout dans le monde à partir du IVe siècle et au XVe siècle, la fameuse flotte de l'amiral Jean Creux, qui était la plus grande armada de l'histoire du monde au XVe siècle, la plus grande armada de l'histoire du monde, il n'y a eu aucune colonisation. Ils n'ont fait que du commerce. Donc, il y a des Chinois un peu partout dans le monde. Et ils sont rentrés au Japon au IVe siècle. Ils n'ont pas colonisé le Japon, même si le Japon a largement bénéficié de leur culture. Donc, nous avons une vision, une vision de monothéiste avec une vérité révélée, sans doute, qui est universelle, qui veut que s'ils ne sont pas comme nous, c'est qu'ils ne sont pas encore comme nous, parce qu'on a une vision linéaire du temps, et que forcément le progrès, c'est d'aller vers ce que nous connaissons. Et donc, les Chinois ne sont pas du tout sur ce mode-là, et je vous invite éventuellement à la lecture d'un livre passionnant qui s'appelle « Un Dieu ou tous les dieux », et qui est un échange de lettres entre un philosophe français et un philosophe chinois. Nous, on a tendance à projeter sur la Chine le modèle soviétique, qui est totalement inapproprié, parce que le modèle soviétique, le communisme marxiste est au fond une réaction égalitariste à l'individualisme. Mais la Chine n'est du tout concernée par ça. Il n'y a ni égalitarisme, ni individualisme en Chine. Et donc, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. L'Europe a dominé le monde, l'Europe, avec son extension américaine, a dominé le monde pendant 5 siècles et a imposé son modèle à l'ensemble du monde. Aujourd'hui, l'universalité de ce modèle est remise en cause par le retour, la réémergence de grandes civilisations fondées sur d'autres modèles, qui sont la Chine d'abord, mais demain l'Inde, l'Afrique et probablement l'Amérique latine. Et on va très vraisemblablement vers un monde multicivilisationnel, alors qu'on a, nous, la perception que le monde occidental est celui qui est... Et je vous renvoie d'ailleurs à la lecture d'un livre récent de Françoise Delsol qui s'appelle Le crépuscule de l'universel. Et je voudrais aussi citer un homme que je considère qu'il a une vision extrêmement profonde, juste des relations entre l'Occident et qui a totalement une double culture. Il s'appelle Kishore Mahbubani. C'est un Indien d'origine qui a été élevé à Singapour, qui a fait pratiquement toute sa jeunesse aux États-Unis, qui est professeur à Harvard, professeur à Singapour, professeur un peu partout dans le monde, à Sciences Po aussi, et qui dit: l'Amérique commet une incroyable erreur stratégique en se lançant dans une compétition géopolitique contre la Chine. Et effectivement, dans cette vision d'un monde qui doit être soi, et qui n'est pas du tout la vision chinoise, évidemment, s'il n'est plus américain, il sera chinois. Mais ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Les choses vont se passer, c'est avec. Voilà en tout cas la perception qu'il a, lui. Et je pense que les Américains, enfin c'est ce qu'il dit, je vous invite, là il a écrit 2 bouquins récemment, l'un qui s'appelle As the West Lost It, et l'autre qui s'appelle As China Won, et qui explique ça, qui dit mais c'est l'intérêt du peuple américain de rentrer dans un mode d'échange. Ça ne veut pas dire que tout est béni, oui, mais dans un mode d'échange et de relation. Ne vous inquiétez pas, les Chinois défendront leurs intérêts et vous défendrez les vôtres, mais dans un mode qui ne soit pas cette sorte d'exclusion et de repli sur soi-même à laquelle on est en train d'assister, et largement piloté par la campagne électorale de Trump. Donc la situation, la tension aujourd'hui sur le plan international liée au coronavirus va s'aggraver parce que les 2 échecs, les deux comment dirais-je, les deux sujets de Donald Trump étaient évidemment l'économie et la santé dernièrement. Il a échoué sur les 2. Et donc, il y a un seul coupable,
à la fois sur le plan économique et sur le problème sanitaire, c'est la Chine, et donc il faudra qu'elle paye. Et donc, jusqu'aux élections américaines, la tension va s'aggraver. Il faut faire attention d'ailleurs parce que la Chine, encore une fois, c'est un pays qui se suffit à lui-même, qui sait la plupart du temps suffit à lui-même, et qui, si on le conduit à devoir se suffire à lui-même, pourrait devenir encore plus nationaliste et par conséquent encore plus dangereux par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. La phrase de Deng Xiaoping que je voulais citer au début, c'est « Le monde fait face à des changements sans précédent et le développement de la Chine croisera les vagues de ces changements. » C'est-à-dire que la Chine, c'est un paquebot qui trace sa route depuis des millénaires et le monde voilà, bouge. Et donc, les vagues risquent d'être assez hautes et de déstabiliser ce bateau. Mais bon, voilà, encore une fois, la vision que les Chinois ont du monde. Deux mots de conclusion. Donc, encore une fois, la Chine d'après le Covid sera peu différente de celle d'avant. Elle sera en revanche un catalyseur d'un mouvement qui, moi, me paraît irréversible, comme Akishore Mahbubani, et qui est l'émergence, à côté de la civilisation européenne et de son prolongement américain, d'autres grandes civilisations, en particulier la chinoise. Et donc, c'est, de mon point de vue, l'intérêt de l'Occident d'accepter et de prendre en compte cette évolution. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Hervé, merci, c'était passionnant. Alors, on a déjà des questions de camarades. Donc, il y a Marie-Louise Casademont qui demande « Quel est le sentiment des Chinois qui voient plus que jamais après le Covid que la Chine est l'usine de l'Occident, ce qui fait que l'Occident est dépendant de la Chine ?» Donc, quel est le sentiment des Chinois par rapport peut-être au ressenti de leur puissance par rapport au reste du monde? Hubert Lévy-Lambert, on salue, fondateur et président d'honneur d'Ix-sur-Sault, qui a vendu sa société à Fosun. Et il dit, je ne sais pas si c'est une boutade, il dit, je me demande si j'ai bien fait de vendre ma boîte à Fosun. C'est vrai que les Chinois ont acheté le Club Med, mais plus généralement par rapport aux marques d'Uber, qu'est-ce que toi tu penses du rachat par les Chinois d'entreprises françaises? Voilà, est-ce que c'est un sujet ou pas du tout? Voilà, mais on voit que des camarades aussi ont vendu leur entreprise à des Chinois. Ensuite, je vais t'en donner 3 questions, puis après, si tu veux, voilà, tu organiseras tes réponses comme tu veux. Donc, pour le premier lot, donc 3e question, quelles sont les frontières que se reconnaît la Chine après le Tibet et la militarisation de la mer de Chine? L'expansion peut-elle aller, par exemple, jusqu'à Singapour? Voilà, une question de Daniel. Je te laisse répondre. Pas facile. La dernière. C'est la plus facile. C'est vrai? Ah bon, ouais. D'accord. Il y a une carte de Chine officielle qui comprend, mais il faut aussi connaître l'histoire. Le Xinjiang, le Xinjiang, Taïwan et les îles de la mer de Chine sont en Chine pour les Chinois depuis et pour toujours. Et donc, c'est un sujet intouchable. C'est-à-dire que quand on dit en Chine, il ne faut pas caresser les écailles en dessous de la bouche du dragon. Ces sujets-là sont des sujets, et 100% des Chinois. Juste le Hong Kong, quand Hong Kong a été rattaché à la Chine, en 1997, pendant 5 ans, sur la place Tiananmen, les secondes déroulaient pendant 5 ans jusqu'à le rattachement de Hong Kong à la Chine. Et donc, il y a une espèce de... Et donc, comment il s'appelle, Trump, il sait très bien appuyer là où il fait mal, où ça fait mal. Taïwan, c'est un sujet, effectivement, les Chinois iront jusqu'au bout. Ils n'ont rien fait, mais Taïwan... Moi, je me souviens d'une réunion dans les années 90 à Paris. Et on avait fait une carte parce qu'on avait des projets en Chine, des projets de centrales électriques. On avait fait une carte, on avait mis une carte, et puis il y avait les différents lieux des différents projets. Et
il y a quelqu'un qui a dit, mais attendez, c'est pas une carte de Chine, ça. Et donc, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas Taïwan. Et les gens sont sortis. C'est un sujet, et il n'y avait pas le comité central qui les surveillait. C'est consubstantiel à la Chine. Et donc, ça se passera bien ou ça se passera mal, mais c'est clair que Taïwan, un jour, reviendra à la Chine parce que c'est en Chine. Comme le Tibet est considéré par eux, et d'ailleurs, historiquement, ce n'est pas complètement faux, comme ayant toujours été au moins vassal et sinon intégré à la Chine, et de même que la plus grande partie du Xinjiang. Donc ça, c'est pour la dernière question. Je ne dis pas qu'elle est simple politiquement, mais du point de vue où je me place, qui est la vision de la Chine et des Chinois sur le sujet, elle est extrêmement simple. Et puis, ils ont le temps. L'avantage, c'est que ils ont toujours pensé comme ça, et il y a peu de chances que ça change, tandis que ailleurs, les gens peuvent changer. Le rachat des entreprises, je ne pense rien. Moi, je me souviens dans les années 70, quand c'est les Japonais qui rachetaient les entreprises françaises. Dans les années 50-60, c'était les Américains. Dans les années 70, c'était les Chinois, les Japonais, et c'était la même angoisse. Aujourd'hui, c'est les Chinois. Cela dit, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu. Je veux dire, ils ont racheté Volvo, ça a plutôt été une chance pour Volvo. Ils ont racheté le Club Med, c'est plutôt une chance pour le Club Med. Il y a peut-être des. Enfin, ça dépend essentiellement des cas. Il n'y a pas de règle absolue, pas plus qu'il y en avait pour le Japon ou pour les Américains. Aujourd'hui, alors quand on dit que la Chine est producteur du monde, je veux dire, on s'aperçoit tout d'un coup que nous, Français, et largement Européens, on a tout abandonné aux Américains et aux Chinois. Ce n'est pas eux qui sont venus nous chercher. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les investissements français en Chine, ils sont colossaux. Et on a laissé partir, et ce qu'on n'a pas laissé partir aux États-Unis ou en Chine, on l'a laissé partir en Allemagne. Donc aujourd'hui, en France, en gros, dans le domaine industriel, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, bientôt, il n'y aura plus Renault. Et on a perdu Alstom, on a perdu Framat Areva, on a perdu les télécoms. Et donc, c'est un processus dont nous sommes entièrement responsables. Et donc, effectivement, les laboratoires. Alors, ça, c'est un élément de politique intérieure sur lequel je ne devrais peut-être pas, c'est pas mon sujet, mais je dis ce que je pense. Mais par ailleurs, il faut bien voir que l'industrie, depuis toujours, elle va là où il y a le marché. Et penser qu'on va maintenir une industrie à un endroit où il n'y a plus de marché, c'est une idée qui ne correspond à aucune réalité. Et d'ailleurs, on va s'en apercevoir quand on va vouloir relocaliser, comme on dit, après avoir délocalisé. Mais ce n'est pas les Chinois qui ont délocalisé notre industrie, c'est nous qui l'avons délocalisée. Ok, merci Hervé. Il y avait une autre question qui était le sentiment des Chinois par rapport à leur force. Alors, le fait que le reste du monde est dépendant pour les masques, pour d'autres produits. Est-ce que tu as une réaction là-dessus? Je pense que, enfin, c'est difficile parce que, mais en tout cas parmi les gens que je connais, et le sentiment c'est que d'abord, en tout cas ce qui est mis en valeur, c'est qu'au début, ils ont été aidés par les autres pays, en particulier la France a envoyé des masques en Chine. Et donc après, une fois qu'ils ont pendant 2 mois, mais après ils sont mis à produire des masques et ils en ont déversé sur le monde entier. Je veux dire, ça aussi c'est une stratégie. Les Chinois, ils trouvent ça très bien. Je veux dire, il y a aucune forme, je ne pense pas qu'il y ait aucune forme d'affirmation de puissance là-dedans. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, hein, si on les isole et si on les attaque trop, on développe chez eux, au-delà du sentiment que j'essayais de décrire tout à l'heure et qui n'est pas du pur nationalisme, qui est une sorte
d'unification autour du concept et de la réalité de la Chine, alors on développe le nationalisme et là, ça peut devenir très, très mauvais pour nous. Merci Hervé. Alors, d'autres questions, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais te les poser en lot et je te laisserai organiser ta réponse. Donc, première question, à la mesure des relocalisations possibles des chaînes de valeur internationale, comment la Chine peut-elle compenser voilà, peut-être un moindre export, notamment peut-être en développant les classes moyennes locales et la demande locale? Autre question. Comment interpréter l'annonce chinoise récente de proposer son nouveau système de normes techniques mondiales? C'est une question de Laurent Guyot, notre camarade Laurent Guyot. Raoul de Saint-Venant qui pose une question par rapport aux brevets d'invention occidentaux. Voilà, comment leur protection en Chine, peut-être si Raoul voulait avoir plus d'infos là-dessus. Et Hugues Ruska, donc, qui posait, je vais la lire, une question un peu longue. Ouverture, point d'interrogation. Par rapport à votre analyse, si on regarde les sources, c'est-à-dire la compilation des discours de Xi Jinping sous le titre « La gouvernance de la Chine », le ton des discours est très nationaliste, avec une pensée marxiste du XXIe siècle dure et prosélyte. Cela va jusqu'au discours récent de 2017 pour suivre la sinisation, l'actualisation et la démocratisation du marxisme, où Xi explique que le socialisme à la chinoise sera victorieux car supérieur à tous les autres systèmes. Donc, il demande ta réaction et ton commentaire sur Hong Kong. Et dernière question du lot, donc, entre la Chine et l'Afrique, il y a tout de même une volonté de puissance chinoise. Voilà, je te laisse répondre à ces questions dans l'ordre que tu veux. Dans l'ordre où tu me les poses. Relocalisation possible, bien sûr, ils y ont réfléchi et encore une fois, c'est des gens essentiellement pragmatiques. Et donc, toute la relance qui est faite maintenant, comme d'ailleurs dans les années 2000, 5, 10, c'est la après la crise financière, réorientation le plus possible vers la demande intérieure. Il faut voir qu'en Chine, il y avait 700 millions, il y avait 1 milliard 200 millions de paysans en 1970, ou 80. Aujourd'hui, il en reste 600. Tous les autres se sont urbanisés. Il en suffirait de 300 pour tenir l'agriculture chinoise. Et donc, il reste 300 millions de gens à urbaniser. Et donc, la demande intérieure, il y a en gros 15 millions de gens qui arrivent dans les villes par an. C'est relativement contrôlé et c'est précisément un des moteurs de la croissance économique de la Chine. Et donc, oui, ils ont l'intention de compenser autant que possible et le temps que ce sera nécessaire la baisse des exportations par la demande intérieure. Les normes techniques mondiales, tout le monde sait que c'est un des sujets de la souveraineté. La France a essayé d'imposer et a réussi dans un certain nombre de domaines ces codes et normes. L'Allemagne fait tout son possible pour imposer à l'Europe ces codes et normes. Les États-Unis ont leurs propres codes et normes. Il n'y a aucune raison que la Chine ne cherche pas à établir ses propres codes et normes. Mais justement, elle le fait, et c'est intéressant, sur un mode en disant, nous, ils prennent, on a un accord, nous, par exemple, on appelle la FAC, donc l'Association française des codes et normes, avec les gens qui sont responsables des codes et normes en Chine. La SME américaine aussi, les Allemands aussi. Et ils disent, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comment dirais-je, des normes techniques mondiales, parce que au fond, ça permettrait à tout le monde de soumissionner dans toutes les conditions. Moi, je n'ai pas d'avis sur les chances de succès de ça. Le brevet d'invention en Chine, je ne comprends pas très bien, je n'ai pas bien compris la question. Alors, l'ouverture, il faut bien voir, alors je vous assure, que le livre « La gouvernance de la Chine » est d'ailleurs l'essentiel des réflexions sur la Chine, elle est destinée aux Chinois. Et d'ailleurs, c'est un des éléments majeurs qu'il faut comprendre, il me semble, quand on veut travailler en Chine, c'est que quand les Chinois vous posent, à vous étrangers, un problème,
c'est pas pour vous le poser, c'est parce qu'ils ont un problème interne à résoudre. Ils ont des questions, ils ont des choses auxquelles il faut qu'ils répondent. Xi Jinping, je veux dire, les défilés, les grandes présentations, les discours, etc., ils sont destinés aux Chinois, ils ne sont pas destinés aux étrangers. Et quand il dit que le système va triompher, c'est qu'il pense que ce système-là va effectivement, contrairement à tout ce qui est dit en Occident, qu'il n'y a de réalité d'un marché que dans les démocraties libérales, lui, il pense que ce n'est pas vrai. Il pense que la Chine peut très bien réussir avec les lois du marché dans le système chinois appliqué à la Chine, mais je n'ai aucune idée qui ait l'intention de l'appliquer à aucun autre pays. Quant à l'Afrique, je veux dire, on est quand même bien placé pour expliquer que les Chinois colonisent l'Afrique. Moi, j'ai vu le rapport de McKinsey, je vous invite à le lire d'ailleurs, il y a 2 ans, je crois. 90% des entreprises chinoises en Afrique sont des entreprises privées et 90% des personnels des entreprises chinoises en Afrique sont des Africains. Et donc, oui, bien sûr, ils construisent des ports, ils construisent des trains, mais enfin, nous, on y est depuis 100 ans en Afrique. Qu'est-ce qu'on a laissé Je veux dire, moi, ce que je sais, c'est qu'en 2015, les Chinois qui comprenaient qu'ils avaient vraiment du mal en Afrique se sont dit on va coopérer avec les Français pour aller ensemble, parce que les Français ont la culture et nous, on a les moyens. Et donc, on va faire ensemble. Et donc, il y a eu une déclaration commune intergouvernementale en juin 2015 pour dire la France et la Chine vont coopérer dans les pays tiers, en particulier en Afrique. Il ne s'est pas fallu 3 mois pour que les Français expliquent mais qu'est-ce que les Chinois vont faire dans notre Afrique? L'Afrique, on n'a pas besoin d'eux pour y aller. Et du coup, on ne fait rien et on les laisse tout seuls. Et c'est encore une fois, il y a 1000 exemples comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de leur faute. On n'y met pas beaucoup de bonne volonté. Quant à Hong Kong, je ne vais rien dire dessus, sauf que dans la loi fondamentale de Hong Kong, il y a un article 23 qui dit que Hong Kong, le Parlement de Hong Kong, enfin ça s'appelle un Parlement, c'est pas un Parlement, le Legislative Council de Hong Kong, doit établir une loi sur la sécurité nationale et sur la sécurité de la zone économique spéciale, de la zone spéciale, et vis-à-vis de l'État. Cette loi a été discutée avant le transfert. Elle n'a pas été votée. Depuis, il y a eu 3 tentatives à Hong Kong d'établir cette loi. En 2003, ça a donné lieu à des telles échauffourées à l'intérieur de l'ESCO. Les gens se battaient parce qu'il y a les partisans en gros, la démocratie indépendante et les partisans de la Chine. Et puis au milieu, il y a la masse des gens qui considèrent que du moment qu'on fait des affaires, on est bien. Et les deux extrêmes sont dans l'impossibilité de se mettre d'accord et se filent des peignets dans le bon. Et donc la loi n'est jamais passée. Donc ça fait 23 ans que cette loi doit être établie par Hong Kong et Hong Kong ne l'établit pas. Et donc le gouvernement chinois dit, l'Assemblée nationale populaire dit, si vous n'êtes pas capable de le faire, on va le faire pour vous. Donc dépêchez-vous. En gros, c'est un ultimatum à Hong Kong pour mettre en place cette loi parce que comment dirais-je, la situation de désordre qui règne à Hong Kong ne peut pas durer. En plus, elle est considérée comme étant encouragée et même financée par d'autres. Merci Hervé. Je passe la parole à Jean Salmona qui veut te poser directement une question. Oui, bonjour Hervé. La question est la suivante. En lançant le slogan « Enrichissez-vous » il y a quelques dizaines d'années, Deng Xiaoping a ouvert la porte à un enrichissement et un accroissement considérable des inégalités en Chine. Le corollaire curieux de cet accroissement des inégalités a été la réduction considérable de la pauvreté, contrairement aux thèses de M. Piketty. Comment les Chinois perçoivent-ils ces inégalités? Est-ce qu'ils sont plus conquis par le fait que la pauvreté se réduit d'année en année et de manière spectaculaire, ou est-ce qu'il y a chez eux des tendances, des tentations d'égalitarisme comme dans certains pays dont le nôtre?
Moi, je veux dire, l'égalitarisme au sens français du terme est totalement étranger à l'esprit chinois. D'ailleurs, il suffit de se balader à Hong Kong pour voir que plus on affiche sa richesse et mieux on est considéré dans un pays où quand même il y a beaucoup, beaucoup de pauvres. Mais si on peut avoir une Rolls-Royce rose avec des jantes dorées, rien que pour faire les 3 km, parce qu'on peut guère en faire plus à Hong Kong. Donc, il y a deux choses. D'abord, il n'y a pas ce sens de l'égalitarisme. Il n'y a aucun sens de l'égalitarisme en Chine. Encore une fois, il est communiste au sens soviétique du terme, mais pas du tout au sens chinois. Et simplement, il faut que leur fierté, c'est d'avoir sorti, et l'un des objectifs du programme de cette année, c'est que les 50 millions ou 40 millions de gens qui restent pauvres ne soient plus pauvres à la fin de l'année. Il n'y aura plus de pauvres en Chine à la fin de l'année 2020. Mais c'est vrai aussi que depuis 40 ans, tout le monde s'est enrichi. Il y en a qui sont enrichis énormément et il y en a qui sont enrichis un peu. Mais tout le monde s'est enrichi. Et donc, tant qu'on est dans ce processus de progrès, là où ça commence à être compliqué, c'est comme chez nous aux États-Unis, quand une partie de la population continue de s'enrichir pendant que l'autre s'appauvrit. Ça, je ne sais pas comment ils le vivront. Mais de toute façon, si vous allez à Shanghai, vous baladez sur l'avenue Heping, la rue principale, les Champs-Élysées de Shanghai, vous descendez 3 marches et vous êtes au Moyen-Âge. Et ça ne pose aucun problème en Chine. Et donc, non, il n'y a pas, cet état d'esprit qui d'ailleurs fait qu'en Chine, on peut dire telle catégorie. Regarde, un exemple très simple. Aujourd'hui, et depuis 40 ans, toutes les mesures sociales ont été faites de manière progressive, jamais d'une façon uniforme. D'ailleurs, ils n'auraient jamais pu le faire pour 1,5 milliard d'habitants. Les retraites ont été d'abord faites pour les personnels des entreprises publiques et étrangères. Ensuite, les droits, les primes de logement, toutes les mesures sociales ont été faites par catégorie, progressivement, et ça continue de cette manière-là. Merci Hervé. Alors, donc, je vais juste te poser 2 dernières questions et puis après, je te laisserai conclure. Donc, il y a une question donc, de Bertrand Lépinois. Quelle est la réalité pour les milliardaires chinois? Est-ce que, par exemple, leur richesse est localisée à Hong Kong? Et est-ce que c'est une raison qui expliquerait, donc je cite Bertrand, une faiblesse relative vis-à-vis de Hong Kong? Et moi, j'avais une dernière question aussi, c'est, tu as parlé aussi des indicateurs économiques au début dans ton propos introductif qui ont l'air de bien repartir. Mais par contre, les indicateurs d'export, ils ont eu une deuxième chute là, récemment. Est-ce que tu es optimiste par rapport au redémarrage économique de la Chine dans les prochains mois et trimestres? Voilà. Donc, je te laisse avec ces 2 questions et conclure. Merci. Bon, je commence par la deuxième parce que j'ai oublié la première. Bon, j'ai essayé de dire qu'effectivement, l'économie de la Chine va redémarrer. Il y a 1,5 milliard de gens. Il y a encore 500 millions de gens qui sont dans un système assez archaïque et qui vont être urbanisés, qui vont devenir des consommateurs. Donc, évidemment, la baisse des exportations aura une influence. Les dernières lois que Trump veut faire passer, enfin, toutes ces pressions, mais combien de temps elles dureront, on verra. Combien de temps l'Europe et les États-Unis s'accommoderont de ne plus pouvoir compter sur le commerce avec la Chine, on verra. Parce qu'enfin, aujourd'hui, l'imbrication, moi je connais plein d'entreprises américaines en Chine que j'ai vu dire au vice-premier ministre chinois, nous, notre avenir est en Chine. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on parle du retour de la guerre froide, il n'y avait pas 300 000 étudiants soviétiques aux États-Unis et pas, je ne sais pas combien, de milliers d'entreprises américaines en Union soviétique à l'époque. Et donc, l'imbrication, elle est extrêmement forte. Et avant d'avoir désimbriqué ça, il va se passer de l'eau et on va peut-être s'apercevoir qu'on a intérêt à ne pas le désimbriquer. On verra. Mais donc, de toute façon, la Chine s'adaptera. Et il y a suffisamment de monde, et encore une fois, c'est un monde à elle-même.
Et de la même manière que les États-Unis essayent, peut-être avec succès, peut-être sans succès, de se refermer sur eux-mêmes et de vivre en autarcie, si la Chine était obligée de le faire, je pense qu'elle le ferait. La première question, c'était quoi, excuse-moi? C'était Hong Kong. Est-ce que, enfin, les richesses. Voilà, les milliardaires chinois, comment ils placent leurs richesses. Donc là, je reviens sur le paradoxe de la Chine et des Chinois. Les Chinois, c'est moi et la Chine. Et donc les milliardaires chinois, comment est-ce qu'ils se protègent? Donc ils ont vécu suffisamment d'aléas dans les 100 dernières années pour se dire que s'ils en mettent un peu à l'abri, c'est pas plus mal. Et donc ils achètent des châteaux en Bordelais, ils mettent de l'argent en Suisse, ils mettent de l'argent à Hong Kong, à Singapour, ils construisent des trucs. Enfin, bon. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que la plupart des milliardaires chinois ont des fondations pour la Chine. Parce que ça fait partie, c'est un peu comme les Américains d'ailleurs, sans doute. Mais c'est tout à fait, enfin, je cherche le mot, leur positionnement vis-à-vis de ce qu'ils doivent à la Chine pour le fait qu'ils se soient enrichis est constant dans leur esprit. Tous les Chinois ont ça, cette double vision des choses. Merci beaucoup, Hervé. C'était vraiment passionnant et tu as répondu à toutes les questions. Ce n'étaient pas des questions faciles. Et c'est vraiment précieux d'avoir quelqu'un comme toi qui connaît aussi bien de l'intérieur la Chine. Et j'espère, je crois que tu as envie d'y retourner dès que tu peux, donc que les vols aériens reprendront bientôt, que tu pourras revenir bientôt en Chine. Voilà, on te remercie beaucoup. Merci. Et donc demain, on reçoit Thierry de Montbrial à 18h et jeudi, on aura Dominique Gaillard voilà, pour nos 2 prochains webinaires. Voilà. Encore merci Hervé, merci à tous et très bonne soirée. Très bonne soirée. J'ai été ravi, merci beaucoup. Merci au revoir à tous. Merci.